Et me revoilà, le mangeur de livres, à votre service. Hein, on enchaîne les podcasts pour vous faire du bien. Alors là, je vais vous parler d'un auteur que j'aime bien, comme d'hab. Grande surprise. Je parle d'un auteur qui n'est pas très connu en France, mais qui gagne à être connu. Et qui est un peu original parce que cet auteur, c'est William R. Forstchen. C'est un Américain. Et ce que je trouve original chez lui, c'est qu'à la base, c'est un professeur à l'université, spécialisé dans la guerre de sécession. C'est quelqu'un qui est né en 1950, donc qui commence un peu à être âgé, mais qui a été assez productif parce qu'il a eu une première carrière donc universitaire où il a publié plein de bouquins sur la guerre de sécession et sur aussi Pearl Harbor. Et moi, je me rappelle que parfois, durant des raids, là, pendant le week-end, dans plein de bouquineries ou des Emmaüs et tout ça, je tombais parfois sur ces bouquins d'histoire. Je suis dû en acheter deux ou trois en me disant que ça avait l'air d'être un spécialiste, au cas où j'ai envie de parfaire mes connaissances sur la guerre de sécession. Et en fait, Brajlon, dans les années, je sais pas, un peu avant 2010, là, avait édité euh, son cycle le plus connu, en fait, pour lequel il est le plus connu, qui s'appelle Le Régiment perdu. Mais je vais un petit peu vite en besogne. Revenons un petit peu à l'histoire de Monsieur Fortune. Donc, comme je vous le dis, après une première carrière universitaire, d'ailleurs, je pense qu'il bon, il doit être à la retraite maintenant, mais il a continué hein, à enseigner l'histoire pendant toute sa vie. Il a ensuite donc décidé, comme ça, de changer de braquet. Et en 2009, il avait écrit une, un bouquin, un one-shot, qui s'appelait One Second After. Ça a été publié, je crois, au livre de poche en France, et ça s'appelle Une seconde de plus ou Une seconde de trop. Et en fait, dans ce livre, il s'interroge sur les effets qu'aurait une bombe nucléaire qui exploserait à haute altitude au-dessus des États-Unis et qui créerait une impulsion électromagnétique qui donc annihilerait toute la technologie aux États-Unis. Et le truc marrant, c'est que les congressmen américains doivent lire de la SF ou de l'anticipation parce que suite à la parution de ce bouquin, il y a eu une commission qui s'est créée au Congrès et donc qui a interrogé Force Chain sur justement cette possibilité et ce qui pourrait se passer après. Et ça a donné lieu ensuite à des lois qui ont fait que le gouvernement américain a accéléré en fait comment dirais-je, les réponses technologiques à une telle éventualité en fait que ça arrive quoi. Donc moi ça m'avait fait délirer quand j'avais appris ça. Je me suis dit putain, au moins les élus américains bah, ils lisent quand même et ils lisent aussi de l'imaginaire et grâce à ça parfois ils font avancer leur pays quoi. Et donc ensuite il a ou en même temps il a créé cette série du Régiment perdu. Ouais, le premier. Ah non, non, le premier, en fait, il l'avait écrit en 1990. Ah ouais. Ah ouais. Et Brajlon l'avait édité en 2007. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a 9 volumes dans cette série. Brajlon n'en a édité que 4. Ça a ensuite été réédité chez Milady, vous savez, la maison de poche de Brajlon. Et bah, faute de combattants, en fait, hein, ça n'a pas trop marché, apparemment. Pourtant, c'est un super cycle. Et nous, on a de la chance, en tout cas, parce que les 4 premiers, c'est une tétralogie, en vérité. C'est un cycle dans le cycle, on peut s'arrêter là. Bien sûr, les 5 qui suivent sont des suites directes de ce qui se passe dans les 4 premiers, mais on va dire c'est la première partie, et si ça vous plaît et que vous n'avez pas envie de lire plus, à la fin c'est pas genre un cliffhanger de fou, c'est la première partie du cycle. Si ça vous plaît, bah, vous pouvez enchaîner avec les poches en anglais, c'est disponible sur Amazon, ça coûte pas très cher et c'est facile à lire. Donc, revenons donc à ce cycle. Qu'est-ce que c'est ce cycle du Régiment perdu et moi, je le trouve vachement original en fait, parce qu'il s'est servi de ses connaissances justement universitaires et sur sa spécialisation qui était la guerre de sécession. En fait, dans ce cycle, il y a un régiment de Yankees pendant la guerre de sécession qui doit évacuer un port pendant une bataille, et donc ils prennent un bateau militaire hein, et ils se retrouvent en fait pendant une tempête, ils passent à travers une faille, une brèche dimensionnelle là, et ils se retrouvent sur une autre planète, sur un autre monde. Donc ils
comprennent pas ce qui leur arrive, ils remontent un fleuve et puis finalement ils, ils mouillent un endroit quoi et pas très loin ils découvrent un village qui est peuplé de Russes, genre du 18e ou du 16e siècle et qui est apparemment euh, enfin dont les habitants sont apparemment originaires de la Terre aussi puisque c'est des humains qui parlent russe. Alors le premier choc passé, ils essayent de communiquer avec eux, c'est un peu compliqué. Il y a déjà pour pouvoir parler avec eux, je crois il doit avoir peut-être un mec du régiment qui parle russe ou un truc comme ça. Finalement, ils arrivent un petit peu à se faire comprendre et ce qui est marrant, c'est que les Russes, en fait, ils continuent à vivre comme à l'époque à laquelle ils ont passé cette fameuse brèche dimensionnelle là. Et ils sont dirigés par ce qu'on appelle des boyards. Et, c'est un peu un état totalitaire. Et il y a quand même une ambiance de soumission dans le village, une ambiance de peur. Mais petit à petit, les Américains se rendent compte que cette peur diffuse, là, qu'ils se sentent bien dans la communauté russe, là, elle n'est pas juste liée au fait qu'ils sont dirigés de main de fer par ces boyards, là. Il y a quelque chose d'autre. Et puis tout doucement, ils se rendent compte qu'aussi dans le village, il y a des statues. Des statues à l'effigie d'espèces de monstres avec des crocs, des griffes qui doivent faire 2 mètres, 3 mètres. Et ils se demandent bien ce que ça peut foutre là, ça n'a rien à voir avec le folklore russe. Et donc, trêve de suspense, en fait, on se rend compte que sur cette planète, parce que aussi, le truc qui est fort, c'est qu'au début, on pense qu'ils sont passés dans une autre dimension. Mais en réalité, ils ne sont pas passés dans une autre dimension, ils sont sur une autre planète, à des années-lumière de la Terre, et ces brèches-là, qui leur permettent de traverser justement l'espace, en réalité, c'est ce qui reste d'une technologie super avancée que les habitants de cette planète avaient créée. Et cette planète, elle s'appelle Valenia. Et les habitants de cette planète, en fait, c'est ceux, ceux qui ont donné ces statues, quoi, en fait, ceux qu'on voit sur les statues. Il y a des hordes. Nous, celles qu'on va connaître, c'est les Tulgars et les Merkis. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils fonctionnent un peu comme les hordes mongoles là, à travers les steppes là. Et on se rend compte qu'ils ont eu un âge d'or. Ils ont eu un moment où ils ont développé une technologie super avancée et que, comme c'est des races guerrières, ils ont conquis en fait, ils ont bâti un empire intergalactique. Mais ça fait longtemps. Et comme tous les empires, à un moment donné, il y a eu la chute de l'empire et il y a eu une régression technologique. Et en tout cas, pour ceux qui sont encore sur cette planète, ils se rappellent, ils sont au courant qu'il y a eu un âge d'or, mais ils ont perdu la technologie et ils se déplacent à nouveau dans les steppes, une espèce de... Ils font le tour de la planète, certains par le nord, certains par le sud, et ils rançonnent en fait les différentes peuplades qu'ils trouvent sur le chemin. Et le truc, c'est que apparemment, depuis plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, euh, ces brèches ont amené sur cette planète différentes cultures humaines. Et ce qui est un peu plus terrifiant, c'est que ces hordes-là se servent de ces humains à la fois comme esclaves, mais aussi comme nourriture. Et c'est pour ça que les Russes, là, ont super peur d'eux, parce que régulièrement, donc à chaque fois que la transhumance, là, la migration de ces hordes, pour eux, par exemple, c'est la horde bulgare, arrive au niveau du village russe, et bah, il faut payer tribut. Il faut payer tribut de plein de manières différentes, mais aussi de manière... il faut donner des gens à manger, quoi. Et donc, ils vivent sous la férule de ces monstres, et ils n'ont pas ni la capacité, ni la technologie pour résister. Donc, quand ils se rendent compte que la horde va bientôt arriver, les Yankees se disent, bah, on va se battre, quoi. On est des Américains, on est on est des Yankees, on a des fusils, on s'est battu pendant 3 4 ans, là, déjà, aux États-Unis, là, on va continuer. Et c'est pas pour déplaire à une certaine partie de la population, mais bien sûr, l'élite, ceux qui sont bien nourris et qui ont du pouvoir grâce aux Tulgars, là, ils voient pas ça d'un bon oeil. Donc il va y avoir un conflit à l'intérieur même de la communauté et contre les Tulgars. Et bah, déjà, c'est super original. Vous n'allez pas me dire que vous avez déjà lu ce genre d'histoire. Et le truc, on aurait pu se dire, bon, c'est un universitaire qui écrit des livres d'histoire, peut-être qu'il n'est pas très bon, hein, qu'il n'a pas beaucoup de style. J'ai vu sur internet que certains disaient que c'était pas super bien écrit. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il écrit bien. En tout cas, la trad est bonne.
C'est traduit par Emmanuel Chastelière pour ceux qui sont fans de fantasy. C'est un auteur, traducteur qui est un des fondateurs du site Elbakin. Et donc il y a des podcasts Elbakin pour ceux qui aiment les podcasts. Et donc moi j'ai trouvé ça bien écrit déjà et super original. Et en fait ce qui est cool c'est que comme nous on vit ça à l'instant présent quoi, bah on va de surprise en surprise parce que déjà donc il y a tout le premier moment où c'est de la pure guerre de sécession au début. Il y a le moment de stupéfaction où il passe cette brèche et il se retrouve sur un monde inconnu. Moi j'aime toujours ça. Et il y a le moment où il découvre les Russes où pareil c'est qui c'est qui s'attendait à ce que des Yankees découvrent des Russes limite médiévaux. Et à le moment où on découvre qu'il y a des monstres bizarres qui sont anthropophages qui vont arriver, et qu'en plus ils sont des dizaines de milliers alors que le régiment ils sont au mieux quelques centaines. Et ensuite, il y a le fait qu'on se rend compte que, parce que quand ils essayent de comprendre un peu où ils sont, ils se rendent compte que un peu plus loin, eh ben qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Romains qui sont là aussi depuis 2000 ans presque, et qui continuent c'était des galères romaines en fait qui ont passé une brèche en même temps que des galères puniques, enfin carthaginoises, pendant une des guerres puniques. Et le truc de fou, c'est que donc ils ont continué leur guerre punique pendant 2000 ans presque là. Chacun a essayé de bâtir un ersatz d'empire. Et le truc, c'est qu'ils pourraient peut-être devenir des alliés et ils pourraient peut-être aider ces Yankees à se battre contre les Tulgares. Mais ça emmène une deuxième question, c'est que en tout cas pour les Carthaginois, eux ils sont soumis à une autre horde qui passe par le sud et qui sont les Merquis. Et pareil, ils doivent donner tribut, etc. Donc en fait, ils se battent en même temps contre les Romains, ils doivent payer tribut aux Merquis. Les Merquis sont des ennemis des Tulgares. Ça crée des possibilités d'alliance et de guerre à ne plus savoir qu'en faire. Il y a aussi des dissensions à l'intérieur des, des Américains, parce qu'en réalité, il y a le régiment et il y a l'équipage du navire qui les a pris en charge pour les sortir du bombardement du port dans lequel ils étaient. Et le capitaine du navire, il est pas très chaud, ça le plaît pas trop. En fait, il a toutes les caractéristiques du traître. Donc tout ça fait que, en fait, ça devient super passionnant parce qu'on a en même temps des monstres qui ont les caractéristiques des peuples des steppes et qui se battent contre des Yankees qui ont juste les munitions qu'ils ont ramenées avec eux. On a une guerre punique qui dure depuis 2000 ans sur une autre planète. On a la question technologique parce que même si la Horde en gros n'a plus la même technologie qu'autrefois, bah, ils ont le nombre avec eux et en même temps c'est des géants qui font entre 2,50 m et 3 mètres et ils ont toute une culture guerrière qui fait que de toute façon eux ça leur plaît de se battre et que de toute façon c'est juste le prestige militaire chez eux qui fait qu'on devient euh, l'équivalent de Cannes chez eux, ça s'appelle Quarkat. Et tout ça fait qu'en plus, Forchen, il introduit aussi une question de production, en fait, de technologie, et avec juste euh, les connaissances scientifiques des Américains et les quelques mecs dans le régiment qui, avant de faire la guerre, étaient soit euh, entre guillemets ingénieurs, soit mineurs, soit spécialistes, je sais pas, du rail, etc. Donc ils essayent en fait de recréer aussi une espèce d'industrie, euh, au moins pour créer des munitions au début, puis ensuite il y a des idées qui viennent, ils essaient de créer un chemin de fer, ils essaient de créer, ils trouvent des gisements, ils créent une industrie minière, et tout ça toujours sans avoir le temps parce que ils sont harcelés par les Tulgares, ou parce qu'à un moment donné il y a la guerre. Au début ils font la guerre contre les Romains, finalement ils se trouvent des points communs avec les Romains, ils font la guerre aux Carthaginois, mais les Carthaginois sont tributaires des Merquis, donc les Merquis reviennent, enfin c'est incroyable, il y a un océan entre eux, donc au début ils ont qu'un seul bateau, ils disent qu'il faut qu'ils créent d'autres bateaux. Franchement, alors peut-être que pour certains c'est pas intéressant du tout ça, mais moi je trouve que cet alliage de différents thèmes et de différentes questions, le fait que ce soit au début entre guillemets juste l'histoire d'un bataillon, d'un régiment du 19e siècle, quoi, en gros,
Au début, c'est que ça ressemble à de la fantasy. En fait, après, on comprend que c'est de la science fantasy. Après, il y a justement le fait, pour ceux qui aiment l'histoire, quoi, ce qui choisit à chaque fois comme communauté qui a passé à un moment ou une autre cette porte pour arriver sur Valénia, là. Donc on a des Romains. Après, c'est vrai, le problème c'est que ils les figent. Et à chaque fois, à la période à laquelle ils ont passé la porte, on dirait que l'humanité ne peut pas avancer. Mais en même temps, vu qu'ils sont tributaires à chaque fois de ces hordes là, et qu'ils payent un lourd tribut, peut-être que eux, dans leur tête, en gros, ils veulent, enfin, il n'y a pas de place pour l'évolution technologique, c'est possible. Mais en tout cas, c'est des petits pavés. Enfin, non, c'est pas vraiment des pavés, je vais loin. Attends, je vais vous dire ça. Hop, hop, hop. Le premier fait ouais, un peu plus de 500 pages. Ouais, c'est à chaque fois à peu près ça. 500 pages, mais en tout cas, c'est mené tambour battant. Parce qu'à chaque fois, euh, c'est soit la lutte contre. Déjà au début, il faut essayer de libérer les Russes. Déjà de l'emprise des seigneurs, là, et ensuite de l'emprise des Tulgares. Et les Russes, ils doivent faire un bond aussi mental entre le, on va dire l'univers temporel et culturel dans lequel ils se trouvent depuis des centaines d'années là, et entre guillemets la modernité amenée par les Yankees. Bon, il y en a plein qui arrivent à faire ce bond facilement parce qu'ils voient, c'est une double occasion, quoi, se libérer du servage et se libérer de la horde. Donc il y en a plein qui sont d'accord pour faire la révolution en gros. Bien sûr, il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir des mariages mixtes. Et ensuite, après une bataille homérique, justement c'est le cas de le dire, contre Rome en gros, il y a cette alliance qui leur permet d'avoir du sang neuf des deux côtés et de peut-être se dire que il y a un avenir possible en fait. Parce que ça amène justement des ressources en plus, quelles que soient les ressources, hein, qu'elles soient humaines, technologiques, minérales, j'en sais rien. Et ça apprend aussi des informations en plus, parce que Valenia est vaste, et donc on se dit qu'il va y avoir d'autres peuples, d'autres personnes qui ont traversé ces portes. Je sais qu'apparemment, il y a un moment, il y a même des pirates des Caraïbes qui se retrouvent euh, mêlés à leurs histoires là. Et en tout cas, moi je sais que c'est un cycle qui m'a beaucoup plu et que j'ai dévoré. Donc voilà. J'espère que je vous ai donné envie. Je sais que Force Chain a bizarrement collaboré après à plein de cycles déjà établis en SF ou en fantasy par exemple. Il a collaboré à Magic, là, vous savez, Magic the Gathering, là, les trucs des cartes là. Il a fait des Star Trek, il a fait des Wing Commander. Je sais qu'à un moment donné, ouais, dans le truc de Face là, il a écrit un ou deux bouquins des légendes de Krondor. C'est incroyable. Et je sais que par exemple, c'est dommage encore une fois, mais quand je vous parlais d'une seconde après, là, aux États-Unis, en fait, il y a eu trois autres euh, livres dans ce cycle. Le premier, c'est One Second After, après il y a One Year After, The Final Day et Five Year After. Donc moi, je sais que ça me plairait bien parce que j'avais lu le premier. Et c'est bizarre, hein, en même temps, il ne doit pas trop avoir de succès en France parce qu'à chaque fois, il y a le premier truc ou deux, trois qui sortent et puis on n'a pas la suite. Alors bien sûr, il a fait des séries aussi purement sur la guerre, hein. Il a une série Gettysburg qui est super connue. Il a une série La guerre dans le Pacifique. Moi j'avais lu une nouvelle de lui qui se passait dans le monde justement là, de Condor, là, le 10 heures de vérité. C'était dans une anthologie de Brajlon. Et quand on sait pas que c'est dans le monde de Feist, ça passe. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire cet auteur parce que franchement, moi encore une fois, je trouve ce cycle très original et n'en déplaise à certains, très bien écrit. Donc voilà, c'était pour vous faire plein de podcasts d'un coup. A bientôt, cher livre-vore.